Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plus spécifiquement en fait dans cette nouvelle série de vidéos, où on va s'attaquer à un des protocoles les plus connus du réseau et les plus connus du monde de la sécurité. Évidemment, aujourd'hui on va parler de SSH. SSH pour Secure Shell. Alors, commençons par un peu d'histoire. On remonte à 25 ans en arrière, on est en 1995, et aujourd'hui ce qui existe comme protocole réseau pour piloter et prendre le contrôle de machines à distance, c'est majoritairement deux protocoles qui sont Telnet et Remote Shell. C'est des protocoles qui permettent de piloter différents équipements en leur envoyant des commandes, mais par le réseau. Que ce soit des équipements en réseau, que ce soit des ordinateurs, ou n'importe quoi. À travers ces protocoles-là, qui sont standardisés et plutôt reconnus, on peut envoyer classiquement différents types de commandes pour, pour afficher, pour piloter le système qui est installé sur ces équipements-là. Le problème de ces protocoles, notamment le problème de Telnet, c'est que nativement, ils n'intègrent pas de chiffrement et ils n'intègrent pas de protection. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, toutes les informations de commande, toutes les informations d'authentification, notamment les mots de passe, etc., apparaissent en clair sur le réseau, et donc n'importe qui vient écouter ce qui transite est capable de récupérer les informations d'authentification, et donc de corrompre une connexion. Et SSH, pour Secure Shell, ça a été élaboré en 1995, justement en réponse à ça. Le principe, c'est que donc SSH, c'est décrit par différentes RFC, donc principalement les RFC 4251, 52, 53, 54, donc qui définissent différents aspects du protocole et différents aspects du fonctionnement de la norme. Et le principe de base de SSH, c'est que c'est basé sur une architecture client-serveur. On a un client local sur lequel on a accès, sur lequel on initie une connexion SSH, qui nous permet de nous connecter à un serveur distant, vers lequel on va envoyer des commandes. Le gros intérêt du protocole, c'est qu'il va nous permettre d'établir une connexion chiffrée entre le client et le serveur, et le client va pouvoir envoyer des commandes shell au serveur, donc tout simplement prendre le contrôle de la machine distante, moyennant évidemment qu'il en ait les informations d'authentification. SSH, c'est basé sur un système de chiffrement à clé asymétrique, donc clé publique, clé privée, et c'est un protocole de couche basé sur TCP, donc c'est un protocole de couche 5. Globalement, il existe deux versions de SSH, à savoir SSH 1 et SSH 2, qu'on peut résumer assez simplement en disant que l'un est la stricte évolution de l'autre. Il existe quelques cas encore de systèmes qui fonctionnent sous SSH 1, principalement pour des raisons historiques et des raisons d'implémentation très contextuelles, mais au global, aujourd'hui, l'utilisation d'SSH 2, du modèle SSH 2, c'est l'utilisation la plus répandue. Globalement, le mécanisme d'utilisation de SSH, syntaxiquement, c'est assez simple. Donc il faut évidemment avoir un serveur SSH installé sur la machine sur laquelle on veut se connecter, et un serveur SSH installé et démarré. Alors des systèmes d'implémentation de serveurs et de connexion SSH, il y en a plein. L'une des plus connues, c'est OpenSSH, mais il y en a d'autres. À partir de là, l'intérêt aussi de SSH et l'intérêt de ce mécanisme de chiffrement à clé publique, clé privée, c'est que SSH, dessus, on a pu greffer tout un tas de protocoles de communication au-dessus, donc par exemple des protocoles de communication en VoIP, ou des protocoles de communication, typiquement Git, qui est un assez bon exemple, qui se base sur de l'infrastructure d'authentification SSH, pour faire tout ce qui est gestion de version et upload de code source. Alors, SSH, qu'est-ce que ça donne, syntaxiquement? Syntaxiquement, donc, le protocole de démarrage d'utilisation de base, c'est SSH. Ensuite, on va spécifier le login, c'est-à-dire l'identifiant de la machine sur laquelle on veut se connecter, l'adresse ou le nom de domaine sur lequel on veut se connecter. Donc si ma machine fait partie par exemple de mon réseau local, je vais taper mon IP comme ça. Si à l'inverse, ma machine possède un nom de domaine particulier, je vais avoir login@mamachine.com et ainsi de suite.
C'est tout simple. Ça va m'instancier une connexion distante sur ma machine, qui va, tout d'abord, ça va me demander de m'authentifier avec un mot de passe, qui est le mot de passe de l'identifiant que j'ai donné, donc du login sur la machine distante. Et une fois que j'ai ça, bah, ça va m'instancier un shell, mais sur la machine sur laquelle je me serais connecté. En termes d'options, on peut spécifier tout un tas de choses. Il faut savoir que SSH, le port de connexion SSH par défaut, c'est le port 21. Et que bah, on peut totalement venir rerouter la connexion pour la faire passer par un port différent, à peu près celui qu'on veut dans la mesure où il est ouvert sur la machine distante et où le serveur SSH est en écoute sur ce port-là, bien entendu. Et ensuite, on peut venir spécifier, donc via l'option -i, on peut venir spécifier une clé, donc un fichier de clé privée, de clé publique, qui nous permettra de s'authentifier sur la machine distante. On peut venir aussi spécifier une interface réseau, via l'option -b, ou encore, spécifier un export graphique, donc c'est-à-dire qu'on pourra démarrer les interfaces graphiques des outils à distance sur le client local. Donc je peux envisager par exemple de démarrer un environnement de développement, pourquoi pas, ou tout simplement de démarrer une connexion à distance pour prendre le contrôle d'une machine via certains outils spécifiques dont j'aurai besoin des interfaces. Évidemment, ça, c'est pas les seules options possibles, hein. Si on regarde la page même du SSH, on voit que des options spécifiques, il y en a plein, pour passer par de l'IPv4, pour passer par de l'IPv6, pour spécifier différents types d'authentification, etc., etc., etc. Et là, les options que je vous donne, ce sont que les options de base. Mais initialement, sur la partie purement utilisation, voilà comment ça fonctionne. Ensuite, parlons de la deuxième partie, la partie authentification par clé. C'est-à-dire que si on veut pas s'authentifier par mot de passe, sur la machine distante, on va vouloir s'authentifier via une clé. Pour ça, il faut, sur le client, générer une clé. Donc, la commande la plus classique, c'est SSH keygen. SSH keygen qui va me demander où est-ce que je veux enregistrer ma clé. Donc là, je vais pouvoir lui spécifier un chemin particulier. Puis ensuite, un mot de passe pour protéger ma clé, puis ensuite me demander de confirmer le mot de passe. Ça m'a généré une clé spécifique d'authentification sur le client. Et ensuite, quand je vais vouloir enregistrer, quand je vais vouloir me connecter au serveur, il va falloir que je lui donne ma clé publique, et il va falloir, à partir de là, que je spécifie au serveur que la clé publique que je lui ai donnée, que je viens de générer, est autorisé à se connecter. Comment ça va se passer côté serveur? Donc ici, je suis côté client, j'ai généré une paire de clés ID RSA, donc privé, et ID RSA SSH public, et donc je vais me connecter à mon serveur distant. Donc moi, je me suis créé une micro-commande cachée pour gagner du temps, mais je vais me connecter à mon serveur distant, donc c'est-à-dire que je vais faire SSH, mon login at l'IP de mon serveur, et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais... Donc là, il me demande bien mon mot de passe, et une fois que j'ai ça, côté serveur, eh bien, je vais en fait aller voir dans le dossier .ssh, et dans le dossier .ssh, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle authorized keys. Et ce fichier authorized keys, ce que je vois, c'est qu'en fait, je lui ai copié dedans la clé publique qui était contenue dans mon fichier ID RSA SSH.pub du début. C'est-à-dire que là, si je reviens à mon fichier du début, je vois que ici, j'ai bien une copie de ma clé publique. Donc, côté client et côté serveur, j'ai bien la même clé qui est partagée. Côté client, évidemment, j'ai gardé une copie de ma clé privée. Et à partir de là, eh ben, ça me permet, quand je veux me connecter à mon serveur, donc si je lui donne mon ID RSA SSH.pub, donc je lui dis d'aller chercher cette clé-là, et je dis voilà, je donne l'IP de mon serveur. Ce qu'il me demande, c'est le mot de passe de la clé, si éventuellement j'ai mis un mot de passe, mais si je mets pas de mot de passe sur ma clé, j'ai une connexion qui est automatique. Voilà comment ça fonctionne. Parce que j'ai copié le contenu de ma clé publique dans le fichier authorized keys de mon serveur. Donc voilà comment fonctionne la base de la connexion SSH et de la connexion SSH par clé. Voilà comment on crée une clé et comment on s'authentifie auprès d'un serveur. Voilà aussi, disons, la base de fonctionnement du protocole.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour les prochaines, et à bientôt pour la suite des vidéos sur SSH, où on rentrera un peu plus dans le détail du fonctionnement du protocole et de ses utilisations. Merci à tous, salut!